Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la Méridienne, votre nouveau rendez-vous quotidien d'actualité sur le C-Space. Je m'appelle Valentin, je serai votre présentateur tout au long de la semaine. Pour m'accompagner aujourd'hui avec vous, il y a Gilles ici présent qui donc interagira avec moi et avec nos invités tout au long de l'émission. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, c'est le moment de vous présenter un petit peu mon invité, donc Gilles. Gilles, tu es contrôleur donc, sur le C-Space. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle d'un contrôleur? Alors, du coup, les contrôleurs au C-Space sont là pour deux choses principalement. La première, ça va être de vérifier que les fusées sont conformes au cahier des charges, principalement pour des raisons de sécurité. Vérifier que l'expérience et que la démarche scientifique est correcte et a bien été appliquée. Et la deuxième partie, ça va être aussi beaucoup de débugger et d'aider les clubs qui ont des problèmes à régler leurs problèmes en observant leurs fusées, regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, les conseiller et éventuellement les guider vers une solution. D'accord. Donc tu es vraiment en fait en interaction avec les clubs, donc tu es vraiment au plus proche du travail qu'ils effectuent sur la base vie, parce il faut expliquer qu'il y a plusieurs bases en fait, plusieurs zones qui sont délimitées sur le camp, là où on réalise donc les lancements. Il y a donc tout ce qui est base vie, là où les clubs travaillent, donc ils ont des salles de travail pour travailler, mettre au point leurs projets, et après ils passent sur la zone de lancement pour les mettre en œuvre sur les rampes. Donc toi ton travail c'est essentiellement en base vie pour contrôler les fusées, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on fait l'aller-retour entre les salles contrôle où on va avoir tout l'équipement, tous les bancs de test, tous les outils pour contrôler et les salles club. Donc quand beaucoup de clubs arrivent pour refaire les contrôles, nous on est principalement en salle contrôle, mais quand c'est un peu vide, on va voir les clubs passer, soit les inviter à aller au contrôle, soit en fait voir où ils en sont et les aider s'ils ont un problème. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la base vie comme il y a de la vie partout, il y a des bénévoles qui sont en travail un petit peu sur toutes les zones, mais sur la base vie, donc à part les contrôles, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois il y a l'accueil notamment, il y a aussi la debug team. La debug team, est-ce que tu connais un peu la debug Oui, team? oui, donc la debug team, on travaille avec les contrôles aussi. Eux sont beaucoup plus équipés pour le debug, pour l'aide, notamment en électronique, ils ont une imprimante 3D, beaucoup de choses pour aider. Eux sont directement avec les clubs. Donc les contrôleurs vont être plutôt au fond du camp avec les outils pour contrôler, mais la debug team, eux, sont plus proches, donc ils sont plus accessibles au club pour les aider. D'accord. Donc en fait après, les clubs viennent un petit peu vous voir une fois qu'ils ont mis au point leur fusée avec l'aide éventuellement de la debug team, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc, dis-moi, toi, tu es un ancien participant du C-Space, je crois. Oui, De quel club tu étais participant? de Spacieta, donc Spacieta. de l'Ensta Bretagne. D'accord. Un breton. Breton. Et du coup, Spacieta sont toujours engagés aujourd'hui au C-Space. Je crois. Ouais. Non, cette année, ils ont pas passé Ah, la RCE, mais ils ont lancé l'année dernière, et l'année d'accord. d'avant, donc Ah, ça va. c'est que partie remise, ça sera pour la prochaine fois. Et alors, comment t'es venu l'idée de devenir bénévole une fois que tu étais participant? Pourquoi tu as souhaité rester dans l'organisation, dans l'événement? Explique-nous Alors, un petit peu. donc en fait, moi j'ai fait ma première minif en 2013, ma Fusex en 2014, et après, en fait, je suis resté dans l'environnement de mon école un peu. Et donc j'ai pu accompagner en tant que plus membre de club, mais dans mon école, les membres de Spacieta. Et un jour, je me suis retrouvé à une RCE, donc une rencontre club espace, qui sont les moments où, durant l'année, on vérifie l'avancement des projets et tout. Et en fait, je me suis littéralement retrouvé seul. Mon club est parti sans moi. D'accord, ils t'ont abandonné sur place. Exactement. Tu fais de la bonne publicité là pour Spacieta. Pour Spacieta, ouais. Non, c'est bien Spacieta. Et en fait, j'ai juste commencé à discuter avec les bénévoles et c'est déjà quelque chose que j'avais un peu en tête de rentrer à Planète Science pour continuer à faire des CSPS parce que les CSPS c'est cool. Et en fait, ils m'ont convaincu. Donc après cette RCE, je me suis, j'ai pris. Un aller simple C'est ça. pour l'équipe bénévole. Je suis devenu adhérent D'accord. et Bah voilà. oui. On voit qu'il y a beaucoup de passion, c'est le cas de beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent suite à ça. Il y a beaucoup de rôles différents parmi les bénévoles. Et en parlant de ça, ça va être le moment d'accueillir Sophie qui va nous rejoindre pour sa chronique de la revue de presse. Enfin, nous avons la chance d'avoir une gazette qui est éditée tous les jours ici sur la base. Et donc Sophie a trouvé les petites
Et tu vois que ce n'est pas à minuit la fermeture des salles clubs. Et à 20h, pardon, à minuit. Bah, t'as bien raison. Eh ben oui, je Regarde, suis. je lis pas mes fiches en même temps. À minuit, pour ceux qui connaissent pas, donc il y a la musique qui retentit. Et c'est l'occasion d'un petit rappel. En fin de journée, n'oubliez pas de débrancher tous vos appareils électroniques, y compris les batteries et y compris les imprimantes 3D. Et j'insiste sur ce point. Vous aurez le temps de les redémarrer dès le lendemain matin, normalement. Mais pour la sécurité, on débranche tout pendant la nuit. Safety first, comme on dit outre-Atlantique. Ouh, et avec un très bel accent. Mais je t'en remercie. On passe à la deuxième colonne de la première page avec une super photo de Anthem, qui est notre photographe et qui est en train de mitrailler un peu par là. Et juste en dessous, il y a le point astro où on apprend qu'en 63, premier C-Space avec un lancement de Algol, j'espère que je le prononce bien, qui embarquait une petite souris Anatole. Alors si comme moi vous vous êtes demandé quel est le sort de cette souris après ce vol qui avait pour but donc de tester la viabilité sous accélération, elle est décédée. C'est terrible. C'est triste. Mais grâce à cette petite souris, on a interdit par la suite les expérimentations animales. On se souvient d'Altom et on peut lui rendre hommage déjà. Eh oui. Et d'ailleurs, les règles ont bien évolué depuis ce jour et Gilles est là pour les faire appliquer à la lettre d'ailleurs. On a effectivement une section vérifier si le club embarque un animal vivant Oui, ou mort. c'est C'est exact. toujours une question assez Les deux sont intéressante. Maintenant, on sait pourquoi. Eh oui, tout à fait. Et juste après, il y a donc le projet Coup de cœur. Donc on dit bravo au projet Salamandre du club ESCR qui a été la première minif à se qualifier. C'était le dimanche 7 juillet et pas 4. La petite coquille, la deuxième qu'il y avait dans la gazette. Bravo si vous l'avez remarqué. Les deux porteurs de projet, c'est Mathieu et Agnès. Ils ont 17 ans. Ils sont accompagnés de leur professeur. Moi, à 17 ans, je faisais des animaux avec les bouchons de bouteilles de champagne et des petits cure-dents. Ah oui. Voilà, donc on n'a pas tous les mêmes talents. Non, ni les mêmes jeunesses. On tourne la page et on découvre le témoignage des 3 lycéens de Tyros. Donc Tyros, c'est entre Bayonne et Dax, parce que je savais pas où c'était, donc je vous le dis. Ils ont une superbe photo et on lit leur témoignage. On a un peu hâte qu'ils se trouvent une imprimante 3D rien qu'à eux, parce que j'ai l'impression que c'est un truc important pour eux. Ah oui. On descend avec les infos pratiques où il y a un petit rappel des horaires. N'hésitez pas à les noter quelque part parce que les horaires, c'est important de les respecter. Le petit-déj est entre 7h et 8h30, mais la navette qui part de la base vie pour aller en ZAS, elle part à 8h. Donc si vous êtes levé un peu trop tard, vous allez la louper, n'oubliez pas. Et ensuite, tout est organisé pour que ce soit simple pour vous ramener ou vous emmener sur la ZAS en fin de journée. Petit rappel aussi quand vous arrivez sur la ZAS, que ce soit en zone publique ou en Jupiter pour ceux qui lancent des Fusex, il faut toujours avoir des vêtements longs et des chaussures fermées, c'est obligatoire, qu'importe le temps et qu'importe l'heure de la journée. Si vous n'avez pas ces éléments, vous serez renvoyé en zone publique. Ça arrive chaque année, mais les gens sont très stricts sur cette règle, donc je préfère la rappeler pour tout le monde. Et avant de terminer la chronique, un petit instant point culture avec le film d'animation Mars Express, film de science-fiction qui est génial. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le regarder. Il est en location, je crois, sur toutes les plateformes, entre 3 et 4 euros. Et c'est un film d'un Français, Jérémy Perrin, que moi, personnellement, j'ai adoré. Il est dans mon top 10. Donc voilà, il y aura d'autres recommandations culturelles pour les prochaines gazettes. Et enfin, pour finir, petite conclusion. Je fais partie de l'équipe com, forcément. Donc je vais dire, suivez nos réseaux sociaux. Twitch, a priori, vous y êtes. Notre Instagram aussi, _cspace_, sur lequel on poste des photos et des vidéos. Pour l'instant, on est à 346 followers avec une moyenne de 50 likes par photo. Allez faire péter les scores, allez faire exploser tout ça. Et nous, on se retrouve demain, même heure, ou peut-être un peu en avance si on est à l'heure, pour voir un petit peu quels sont les nouveaux chiffres de ces réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour cette revue de presse très éclairante et qui nous apporte des informations complémentaires sur la Gazette dont nous n'avions pas forcément connaissance auparavant. Merci Valentin. Alors Sophie l'a dit, effectivement, c'est une première aujourd'hui à plusieurs égards puisque c'est le premier jour de la campagne de lancement. Donc nous aurons les premiers lancements, les premières mises en œuvre qui vont être organisées à partir de 14h avec des lancements suivants. Mais c'est également une première, comme chaque année, pour de nombreux clubs qui n'ont encore jamais participé au C-Space. Et pour eux, c'est un petit peu leur premier C-Space. Et c'est une aventure à vivre qu'ils vont découvrir. Donc je vous propose de le découvrir à présent dans une vidéo, une interview d'un membre de club pour qui c'était la première expérience cette année. Donc il va nous expliquer un petit peu son ressenti, de comment il a perçu l'accueil de l'équipe organisatrice, comment ses appréhensions, ses doutes et son travail. On se retrouve après cette vidéo. On est là avec notre groupe Barbenheimer pour tester notre projet de mini-fusée. Moi je suis le chef du projet. J'ai essayé au maximum de souder l'équipe pour que ce soit un minimum organisé tout au long de l'année. Et sinon, plus précisément, je me suis pas mal occupé de la conception de la fusée, donc en 3D, mais également tout ce qui était découpe, donc la réalisation, donc la découpe des trappes, des ailerons, un petit peu l'électronique, les soudures, par exemple pour cette carte-là.
C'est la première fois que tu viens au C-Space? Yes, c'est la première fois. Alors, ça fait à peine un jour que je suis au Space, mais sinon, c'est vrai que le fait que ce soit un camp militaire, quand même, c'est un petit peu intimidant au début, mais quand même, l'ambiance est très bonne. On parle beaucoup avec les gens. On a déjà un peu sympathisé avec une Égyptienne, avec des Péruviens, etc. Les gens, ils viennent, ils posent des questions sur les projets. Nous aussi, on va les voir, on découvre. Et j'ai connu le Space grâce à l'Estaca, notamment à l'USO, qui est le club spatial de l'Estaca. Ils nous ont parlé du Space et de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on pouvait tester, tout ce qu'on pouvait vivre aussi. C'est toujours avec une certaine émotion qu'on retrouve ces témoignages de premiers participants au C-Space, parce qu'on sent qu'ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre, ils sont un petit peu intimidés par tout ça qui est nouveau pour eux. Il y a des choses très intéressantes qu'il a dit, donc ce membre d'équipe, Esteban, notamment, donc, si on a parlé, c'était l'important pour lui de souder l'équipe tout au long de l'année. Ça, c'est très important pour qu'un projet mène à bien. Tu le sais, Gilles, pour avoir été Oui. fait partie d'un club. Donc déjà, faire partie d'un club. Donc, comme je disais, mon équipe Spacieta a beaucoup raté des lancements, pas forcément pour des raisons techniques, mais surtout pour des raisons de gestion de projet et de motiver l'équipe jusqu'au C-Space, ce qui est très difficile. Donc bravo à Esteban qui a réussi à garder son équipe. Et effectivement, c'est beaucoup d'humain en fait, de gérer un projet et de lancer une fusée. Souvent, le côté technique est plutôt réussi, mais vraiment la gestion du projet au long de l'année est très difficile. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de vérifier pendant les RCE, que tout soit assez cohérent. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, bon, il a aussi dit que c'est toujours un petit peu impressionnant parce que ça se passe sur un camp militaire, mais je tiens à souligner, il faut quand même le dire, qu'on est extrêmement bien accueillis par les autorités militaires qui nous mettent gracieusement, enfin qui nous mettent en tout cas à disposition en partenariat avec le CNES ces locaux et ces terrains pour pouvoir lancer les fusées. Donc ça, c'est extrêmement appréciable et on leur en est extrêmement reconnaissant. Durant cette vidéo, ça ne nous a pas échappé, nous avons donc deux membres de club qui nous ont rejoints. Bonjour à Valentine Bonjour. et Martin. Bonjour. Voilà, du club Space Tech de l'école Polytech Orléans. Donc vous l'avez entendu comme nous, notamment le Esteban nous a parlé, il a connu le Space par bouche à oreille avec l'ESO par exemple, un autre club étudiant. Vous, comment vous avez connu le C-Space? Nous, c'est les anciens du club qui nous racontent leur expérience, leur lancement de fusée, et qui nous disent que le C-Space est vraiment une bonne expérience à vivre. Et du coup, ça motive plus de personnes pour mener à bien les projets et venir au D'accord. C-Space. C'est votre première participation aussi, je crois? Oui, et puis tous les membres qui sont venus avec nous de Space Tech, c'est tous notre premier C-Space. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment là une nouveauté, une première pour tout le monde. Est-ce que vous partagez un petit peu ce que dit Esteban sur l'importance de souder l'équipe tout au long de l'année? Oui, complètement. Au début, nous, par exemple, dans notre club, on avait plusieurs personnes. On était 6-7 On était 8 au début dans l'équipe. Ouais. Dans le groupe. Et au final, on se retrouve ici à 4 du groupe. Donc, il y a eu quelques abandons, mais aussi des gens qui n'ont pas pu venir de par leur emploi du temps, etc. D'accord. Donc, oui, ça a été un réel défi de garder ce groupe soudé toute l'année pour arriver à porter un projet jusqu'ici. Et c'est déjà énorme d'être arrivé jusqu'ici avec un projet qui est crédible puisqu'il a passé tous les pré-contrôles en RCE, comme on le disait. Donc vous êtes plus que 4 ici pour assurer le lancement et les dernières mises au point. Ça peut paraître beaucoup ou peu selon la taille du projet. Alors parlez-nous un petit peu de votre projet, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs gabarits de fusées qui sont lancées au C-Space. Il y a des mini-fusées et des fusées expérimentales. Ce qui change, c'est essentiellement la taille et la masse entre les deux. Les mini-fusées sont à peu près un gabarit d'1 mètre, quelque chose comme ça, et les fusées expérimentales peuvent monter pour les plus grandes à plusieurs mètres. Dans quelle catégorie se situe votre projet? Nous, on a une fusée expérimentale qui s'appelle Indra, et notre expérience, c'est un contrôle de roulis. Et nous, notre but, c'est d'avoir un roulis proche de 0. D'accord. Donc le roulis, pour expliquer un petit peu aux gens, c'est que lorsqu'on lance la fusée, elle peut tourner un petit peu sur elle-même. Et ça peut être embêtant si on veut faire des prises de vue, ce genre de choses. Donc, comment est-ce que vous avez implémenté ce contrôle de roulis? Vous agissez sur les ailerons, Non, pas du tout. Nous, on a une masse morte qui tourne dans notre corps, qui permet de contrer ce roulis. D'accord. Donc, en fait, vous faites une rotation inverse, entre guillemets? C'est le principe d'un volant inertiel qu'on peut voir sur certains objets qui tiennent en équilibre. Nous, c'est un peu le même principe. On fait tourner la masse morte dans le sens de rotation du roulis pour que ça le contre par des lois de la physique.
et on arrive à garder une fusée stable durant tout le vol. D'accord. Bah, c'est une expérience assez intéressante parce que ça mêle un petit peu beaucoup de mécanique, puisque effectivement, c'est comme tu l'as dit, les lois de la physique, et aussi de l'électronique pour gérer la rotation de la masse morte, etc., qui doit, j'imagine, asservir en position ou en tout cas en vitesse en fonction des capteurs. Oui, en fait, on a une centrale inertielle, un MPU 6050, qui va capter le roulis de la fusée. Et ce MPU, via une Arduino, va pouvoir transmettre les informations au moteur et donc, qui pourra faire tourner cette masse morte. D'accord. En tout cas, vous avez beaucoup de supporters dans le chat. Je vois beaucoup de messages qui disent coucou l'équipe Indra, c'est très gentil Space Tech, ça c'est ma fille, Team Indra. Donc on voit qu'il y a un support, un engouement beaucoup. C'est peut-être vos collègues qui n'ont pas pu vous rejoindre sur site. Qui travaillent encore. Qui vous encouragent, qui travaillent encore. Est-ce que votre club a d'autres fusées engagées dans le C-Space ? Oui, on a une mini-fusée qui s'appelle Clash. D'accord. Et eux, c'est une mini-fusée qui a une petite expérience puisque eux, ils ont la coiffe qui sort le parachute qui sort de la coiffe. Alors que, par exemple, sur Indra, c'est une trappe sur le côté du corps qui s'ouvre et qui permet l'extraction du parachute. Ok. Oui, rappelons-le, c'est obligatoire, bien entendu, d'embarquer un parachute pour la retomber. Parce que, à la différence d'une fusée, d'une réelle fusée, on ne les lance pas en orbite, bien entendu. On les lance pour celles qui vont le plus haut à quelques kilomètres, et après elles redescendent sous parachute pour effectuer des mesures ou diverses expériences électroniques ou mécaniques, notamment dans votre cas. Donc, bien entendu, il faut prévoir un parachute. J'ai oublié d'ajouter que aussi Clash, leur but est d'avoir une fusée qui atterrit sur les ailerons. D'où le parachute qui sort de la coiffe. Ah, ça c'est délicat à effectuer, notamment en raison de la nature du terrain qui est toujours assez accidentée. De pouvoir se reposer droit sur le sol, c'est toujours un petit défi technique. Il n'y a pas beaucoup de clubs, à ma connaissance, qui ont déjà réussi cet exploit, Gilles. Je ne sais pas si tu t'en souviens, toi. Je crois pas qu'il y a un club qui ait réussi, en fait. Je me souviens, beaucoup ont essayé, surtout à l'époque de Falcon, Falcon X, si je ne dis pas de bêtises. Avec beaucoup de variantes, beaucoup de tentatives aussi de drones, de tuyères qui poussent en atterrissant. Mais je crois pas. Je sais qu'il y a beaucoup de projets. Alors peut-être, je sais pas tout, mais je ne sais pas qu'il y a une réussite là-dessus. Je crois pas non plus, effectivement. Alors peut-être une première cette année. C'est ce qu'on leur souhaite. Oui, tout à fait. Donc vous, c'était plutôt effectivement le contrôle de roulis. Et j'ai une question qui m'est revenue en y pensant. En fait, pourquoi vous voulez contrôler le roulis à la base ? Alors ça va être un peu compliqué de vous répondre parce que Indra est un projet qu'on a récupéré cette année. Il a été commencé l'année dernière. Et les chefs de projet sont partis. Donc en fait, on a juste récupéré le projet tel qu'il était. Et du coup, comment l'idée leur est venue, on n'a pas cette réponse. Mais du coup, c'est un projet qui nous a quand même bien plu. C'est pour ça qu'on l'a repris. D'accord. Et aussi, on se l'est un peu approprié de manière à rajouter une petite caméra qui va être... si on arrive à la faire fonctionner, qui sera dans la fusée et qui, du coup, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, pourra, avec un roulis contré, pour avoir une vue assez stable durant tout le vol. D'accord, ça c'est on le voit souvent, ça, des petites caméras qui sont embarquées dans les fusées pour filmer le vol. Et filmer le sol depuis en haut, c'est toujours assez impressionnant de voir les rampes devenir toutes petites. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je sais que les premières espèces que j'ai fait, c'était à Biscarrosse. Et c'était interdit puisqu'on était sur une base d'essai de missiles et qu'en fait on pouvait prendre en photo des installations un peu sensibles. C'est vrai. Donc c'est vrai que Tarbes, c'est vraiment cool pour ça, de pouvoir filmer, embarquer des caméras et filmer le sol. Tout à fait. Ou alors juste voir aussi passer la couverture nuageuse et voir d'un coup le soleil apparaître. Oui, c'est vrai qu'on oublie de le dire parce que là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un temps magnifique et d'avoir quand même les montagnes en arrière-plan qui se détachent nettement et qui sont magnifiques aujourd'hui. Mais c'est pas le cas tous les jours, c'est la montagne et la météo varie beaucoup. Des fois, on a un plafond nuageux qui est très bas, c'est compliqué de suivre les fusées pendant tout le vol et de les retrouver lors de la retombée. Mais effectivement, les vidéos, une fois dérochées, elles sont assez impressionnantes de voir le soleil qui réapparaît. Donc beaucoup de travail effectivement sur cette fusée. Vous n'êtes pas les seuls à travailler, je crois, sur vos projets. Il y a en ce moment dans les salles de travail, vous l'avez sûrement constaté, l'effervescence des premiers jours de campagne, en fait, qui durent jusqu'au dernier jour. On va pas se mentir, parce qu'il y a des qualifications jusqu'à vendredi, jusqu'à jeudi soir. Hein, dis-moi, je ne sais plus, Gilles. Quand s'arrêtent les qualifications? Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que jeudi midi, les qualifications s'arrêtent, sachant que c'est ça, corrigez-nous si vous êtes au courant peut-être de l'information. Normalement, une des règles, c'est Alors de mémoire, jeudi midi, les qualifications s'arrêtent et au-delà, les qualifications continuent, mais s'arrêtent définitivement à la première panne.
D'accord. Et Alors je me rappelle plus exactement dans quelle ordre c'est, D'accord. mais la dernière phase de qualification, il y a plus de retour au stand pour réparation. Et je crois qu'il y a aussi une notion de si les équipes se sont déjà présentées au contrôle avant, mais qu'il y avait des choses à revoir, ils sont autorisés à revenir en contrôle plus tard. Ah Mais oui, des oui, équipes qui ne complètement. se sont jamais présentées Oui, ne c'est peuvent ça. plus se présenter. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, les équipes sont encouragées à se présenter rapidement au contrôle, Oui, tout à fait. même si toute la fusée n'est pas forcément prête. Une grosse partie des contrôles consiste aussi à, on va dire, la déclaration administrative de la fusée, le nom, comprendre le projet, savoir les choses auxquelles on veut faire attention, D'accord. qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir la fusée complète. Il faut amener la fusée pour qu'on ait une idée, mais n'hésitez pas à venir faire des tests mécaniques, puis les tests d'expérience, et éviter justement de tout ramener au dernier moment. Une des raisons Tout à pour ça fait. aussi, c'est que certains problèmes, en fait, les clubs ne les voient pas forcément, soit par manque d'expérience, soit parce que en fait, tout le monde a la tête dans le guidon, et effectivement, des fois, d'avoir un recul du contrôleur ou des contrôleurs de la dev team, ça peut beaucoup aider Ça aide beaucoup, ouais, à effectivement. éviter des problèmes tard. De sortir la tête du guidon, parce que la tête du guidon, il y en a beaucoup des têtes dans les guidons, parce que le travail ne cesse dans les salles de travail. Vidéo très instructive qui vous montre un petit peu l'ambiance dans les salles de travail en ce moment au premier jour, et ensuite on pourra débriefer ensemble. Je vous laisse après cette vidéo. L'ambiance qui règne dans les salles de travail dès le premier jour, dès les premières heures, parce que beaucoup d'équipes arrivent avec encore un petit peu de travail sur la table, et puis notamment ils se présentent au contrôle, il y a des fois des choses à reprendre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je crois avoir vu, Gilles, un petit montage dans la vidéo avec une ogive qu'on voit se succéder avec plusieurs images. Il me semble avoir aperçu un objet étrange au milieu de ces images qui ressemblait peut-être à une gourde. Peut-être l'avez-vous vu également en direct. Dites-le nous dans le chat si vous avez remarqué quelque chose. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces ambiances de travail survoltées? Bah, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en fait. Et on essaye de faire tout pour que on vole le plus rapidement possible, parce que c'est un peu l'objectif. Tout à fait. Et l'ambiance dans les salles de travail, elle est vraiment géniale. Il y a de l'entraide. On peut aller voir les autres personnes dans les salles. Ils nous expliquent leurs projets, ils nous aident volontiers. C'est vraiment super. Je n'aurais pas su mieux le dire, effectivement, très bel esprit et très bel esprit de coopération entre les clubs, parce que c'est une campagne de lancement, ce n'est pas vraiment un concours, il n'y a pas de compétition, tout le monde s'entraide pour finir les projets, et c'est ça l'esprit qui est vraiment beau. Mais écoutez, merci beaucoup, Valentine et Martin. Merci à Merci vous. à De nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci à toi, Gilles, Merci. pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première édition. Quant à moi, je vous retrouve dès demain, si le cœur vous en dit, pour une deuxième édition de la Méridienne. Alors restez bien connectés. Bientôt les vols cet après-midi à partir de 14h et 15h. Et moi, dès demain à partir de 13h, si nous n'avons pas de retard pour cette fois. Je vous laisse bonne journée et bon vol.